La supply chain est-elle prête à faire face à la menace cyber sur ses appareils de production? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre avec vous trois. Donc Pierre-Yves Farjas, je ne vous présente plus. Romain Bottan, directeur cybersécurité de Boost Aerospace. On expliquera dans quelques instants ce qu'est Boost Aerospace. Et directeur du programme Air Cyber de cette même structure. Et Marc Sulzmann, conseiller régional d'Occitanie et président du Cyberrock. Merci à tous les trois d'être parmi nous. On va commencer tout de suite avec vous, Marc. Aujourd'hui, on s'appuie un petit peu sur le témoignage de Satis. Quelle est la situation de sensibilisation des entreprises à cette menace cyber, bien sur le côté production, bien évidemment, plus que sur le côté produit. Et est-ce que vous avez une approche particulière à l'égard de la filière aéronautique? Alors déjà, merci pour l'invitation. En région Occitanie, on a une approche, enfin bien sûr, on a une approche particulière vis-à-vis de l'importance de la filière aéro, mais de façon plus générale, plus globale. Le niveau de maturité des entreprises, et je parle des TPE-PME, là, je parle vraiment des petites structures, pas des structures de la taille de Satis, il est largement insuffisant. Globalement, il y a un biais cognitif assez impressionnant sur les petites structures qui est de considérer qu'ils sont trop petits pour être attaqués, qu'ils n'intéressent personne et que finalement, il ne serait pas un intérêt pour les pirates. Ce qui sous-estime totalement, et c'est là où on a un biais cognitif, c'est qu'en fait, ce n'est pas le gendarme et le voleur, c'est le gendarme et les milliers de voleurs. Aujourd'hui, les pirates informatiques, ils achètent sur étagère des robots, ça coûte $50, $100, $1000. C'est un retour sur investissement qui ferait rougir n'importe quel industriel. On est de l'ordre de 50 en retour sur investissement sur les cyberattaques. Les faux médicaments ou la prostitution, c'est de l'ordre de 30-35 en termes de retour sur investissement. Ça veut dire que c'est l'activité criminelle la plus rentable. Et quand je dis ça, ça veut juste dire que tous les groupes criminels vont se mettre à faire des cyberattaques parce que c'est rentable et qu'il y a un risque pénal absolument nul. Vous êtes dans un pays étranger, vous piratez une petite boîte, une petite entreprise française, vous ne risquez rien pénalement des juridictions françaises. Faites de la traite d'êtres humains ou des faux médicaments, c'est la cour d'assises. Donc, partant de là, il y a énormément d'attaques, il y a de plus en plus d'attaques. Des groupes criminels qui auparavant n'étaient absolument pas intéressés par les questions numériques se mettent à faire des attaques parce que c'est rentable. Et donc, face à ça, eh bien, on a en région, mais c'est vrai pour la région, c'est vrai pour l'Occitanie, c'est vrai pour la France, c'est vrai pour l'Europe, on sous-estime structurellement la menace dans les TPE-PME parce qu'on se dit finalement, c'est pas moi, je suis trop petit et ça sera mon voisin qui sera impacté. Oui, on rejette toujours la faute sur les autres, ou la responsabilité sur les autres. C'est un petit peu ça, quoi. Je vais vous donner la parole à vous maintenant, Romain. Donc vous êtes à la tête d'une entreprise, mais qui est en fait le fruit d'un consortium entre Airbus, Thales, Safran et Dassault. Je vous laisserai très rapidement présenter ce qu'est Boost Aerospace. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que la filière est prête à être cyber irréprochable? Sinon, qu'est-ce qui lui manque? Oui, merci beaucoup. Et puis merci aussi pour le témoignage de Satis. On est déjà intervenu en juin ensemble et c'est important d'expliquer à tout le monde que ça arrive. Et tu as raison de le souligner aussi, et beaucoup aux PME, TPE. Nous, Boost Aerospace, on est en fait une joint venture créée par Airbus, Dassault, Safran et Thales il y a plus de 10 ans pour digitaliser de manière sécurisée les échanges d'informations entre donneurs d'ordre et fournisseurs, donc les rendre performants industriellement et s'assurer que tout ça est fait en bonne sécurité. Et puis avec la montée des virus et des ransomware qu'on a pu voir ces dernières années depuis 2017 avec les premiers ransomware qui ont bloqué les hôpitaux, qui étaient sur BFM TV, etc., on a eu un grand besoin d'accélérer une aide à nos fournisseurs pour être sûr qu'ils puissent se prémunir d'une attaque cyber. Alors, ta question, de savoir si on est irréprochable et prêt à être irréprochable. Prêt à être irréprochable. Alors, si être prêt, c'est avoir un plan. On a les outils en fait. Voilà. Si être prêt, c'est avoir un plan et savoir ce qu'on doit faire. Ça, c'est clair, on est prêt. Ça fait 5 ans qu'on a créé le programme de cybersécurité pour aider la supply chain aéronautique qui s'appelle Air Cyber, qu'on embarque des fournisseurs dans ce dispositif, qu'on est soutenu, donc Catherine l'a expliqué, par Airbus, Dassault, Safran, Thales, par le GIFAS également. On a aidé plus de 350 fournisseurs dans ce dispositif à augmenter leur niveau de cybersécurité, à comprendre ce qu'il fallait faire, etc. Donc le côté prêt, on l'a. Maintenant, est-ce qu'on est irréprochable? J'ai envie de dire non. On n'est pas irréprochable, parce que tant que la cybersécurité
dans l'aéronautique et dans d'autres secteurs aussi, est vécu comme un coût, comme un frein, comme quelque chose qui est embêtant, plus que comme une valeur vraiment de business qui va sécuriser la performance industrielle. Et c'est aussi pour ça qu'on fait Aéro-Excellence avec le CHIFAS, pour dire pas de performance industrielle sans cybersécurité. Tant qu'on aura cette idée-là, qui sera présente dans la tête des chefs d'entreprise et présente finalement dans la relation entre un donneur d'ordre et un fournisseur, on aura toujours un axe d'amélioration et on n'aura pas couvert l'intégralité de la supply chain. Aujourd'hui, le programme a bien fonctionné chez 350 fournisseurs, mais il en reste encore 100 fois plus, parce qu'on a 3000 fournisseurs industriels et encore plus de fournisseurs non industriels à aider en cybersécurité pour faire face à une cyberattaque. Donc le chemin est encore largement devant nous, et il faut vraiment que cette relation entre donneurs d'ordre et fournisseurs, elle prenne la cybersécurité comme quelque chose de moteur, d'une valeur pour s'assurer qu'on ne peut pas faire, encore une fois, on disait avec Thierry à l'époque au GIFAS, pas d'industrie du futur sans cybersécurité. Et ça, tant que ce ne sera pas dans l'esprit de tout le monde, je pense qu'on pourra s'améliorer. Bon, on reviendra dans quelques instants sur le côté contraignant, peut-être qu'il sera là où l'une des solutions, malheureusement, pour encourager la filière à prendre le pas. Pierre-Yves Farjas, d'accord, et votre témoignage l'illustre, la cybersécurité, c'est le problème de chaque entreprise, c'est avant tout, c'est un peu on balaye devant sa porte avant de demander aux autres, mais est-ce que quand même vous estimez que la filière, à l'image de Cyberrock et de Boost Aerospace, est suffisamment accompagnée aujourd'hui, et que maintenant c'est vraiment les industriels qui doivent un peu se saisir du sujet, où il y a quand même un besoin de peut-être plus de communication, plus d'accompagnement, plus de pédagogie encore? Je vais vous faire une réponse de Normand, bien que je ne sois pas de cette région-là. C'est un peu des deux. Je pense que... moi, j'aurais tendance à dire on n'est jamais prêt et on ne sera jamais prêt. Il n'y a pas de... Par les gendarmes et les voleurs tout à l'heure, c'est un bon parallèle. Quand il y a plus de gendarmes, les voleurs deviennent plus sophistiqués. Donc les gendarmes s'équipent et puis après les voleurs passent à un niveau supérieur. Et en matière cyber, c'est exactement pareil. Je pense que au sein des entreprises, il faut vraiment développer une culture du risque de manière plus générale, qui va au-delà de la seule cybersécurité. Je pense que sur un certain nombre de sujets, on n'est pas un pays dans lequel, ou même l'Europe n'est pas une zone géographique dans laquelle il y a une forte culture de risque. On a tendance, je pense, à l'obérer et puis à traiter le problème quand il se présente. Donc je pense qu'il faut développer une culture du risque de façon continue, avec des rappels continus, sans vouloir créer un climat anxiogène pour autant, mais cette culture du risque, il faut la cultiver au quotidien et faire des rappels. Moi, je vous ai relaté l'expérience de Satis. On est 2 ans plus tard, et pourtant j'ai encore j'ai déjà des acteurs en interne qui des fois me disent « Ouais, tiens, peut-être que ça, on pourrait bypasser ». 2 ans après, alors qu'on on revient aux mauvaises habitudes. On a failli, si on dit les choses, on a failli se planter. On aurait pu mourir. Industriellement parlant, oui. Industriellement parlant. Oui. Et 2 ans après, en interne, j'ai des gens qui traitent un peu le sujet à la légère. Ouais, bon, ça va. Maintenant, t'as rajouté tes 200 ou 300 000 euros de coûts IT pour couvrir. Donc maintenant, on est peinard. Pardon de la façon dont je décris les choses. Donc, je pense qu'il faut une culture du risque et cultiver cette culture du risque sur la partie cyber, mais sur d'autres sujets aussi, en permanence. Je crois que Marc, vous avez des chiffres sur ça, justement, sur les conséquences économiques après une cyberattaque, grâce au premier retour d'expérience que vous avez avec Cyberrock. Ouais. Il me semble que vous avez des chiffres. Effectivement, alors en fait, déjà, je vais être très très clair. Tous les chiffres qui sont annoncés dans la cyber sont faux. De façon très simple, tous les chiffres sont structurellement sous-estimés. Juste un petit exemple, un exemple que j'aime bien, la directive Nice 2 qui est rentrée en vigueur il y a une semaine, chiffre la cybersécurité à 1000 milliards d'euros. Le Cyber Resilience Act qui rentrera en vigueur dans 1 an et demi ou 2 ans, c'est 5000 milliards. Entre 1000 milliards et 5000 milliards, il n'y a aucune cohérence. Et on parle de la même instance, enfin de l'Union européenne, de 2 textes de l'Union européenne. Imaginez quand c'est des instances différentes. Les seuls chiffres que je peux donner, ce sont des ordres de grandeur et c'est des pourcentages. D'ici à horizon 5 ans, 50% des entreprises seront victimes d'une cyberattaque.
Et on sait que statistiquement, 50% des entreprises qui sont victimes d'une cyberattaque finissent au tribunal de commerce en liquidation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici à horizon 5 ans, si on n'y prend pas garde, 25% des entreprises sont déjà mortes, mais elles l'ignorent. C'est peut-être le seul chiffre que je vous donnerai. Voilà. C'est pas rassurant. C'est réjouissant, merci. Il y a quelque chose que vous disiez, Romain Bottan, à l'instant. Aujourd'hui, quand vous parlez avec les chefs d'entreprise de cybersécurité, ils le perçoivent non pas comme un investissement, mais comme une dépense. Est-ce qu'au final, le problème, il n'est pas là? C'est que, d'ailleurs, je me rappelle une discussion qu'on avait eue, Marc, c'est que vous me disiez que les directeurs, les responsables de cybersécurité ne font pas partie des COMEX, ne font pas partie des COPIL, ils sont mis à l'écart comme si, voilà, et ça montre, ça rejoint ce que disait Romain, et j'aimerais que Romain réagisse sur ça. Et c'est peut-être un constat que vous partagez tous les deux, quand vous parlez à des entreprises de cybersécurité, vous dites, bon, on verra quand on aura un peu de marge, quoi. Et aujourd'hui, c'est peut-être pas le sujet de la filière aéronautique. Oui, alors c'est vrai qu'on en rencontre beaucoup parce que du coup le programme Air Cyber est poussé par les donneurs d'ordre, donc par Airbus, par Dassault, par Safran, par Thales, et puis même maintenant aussi par l'aviation, parce qu'on a élargi au domaine de l'aviation avec les aéroports et les compagnies aériennes, et c'est eux qui communiquent vers leurs fournisseurs en leur demandant de prendre contact avec Boost Aerospace, de découvrir ce programme, et du coup on rencontre énormément de chefs d'entreprise. Et oui, malheureusement, le constat qu'on a, c'est que la plupart du temps, ils nous disent « Ah non, moi, 3 000 euros, 5 000 euros en cyber, bah non, je peux pas, j'ai pas le temps, et en plus, je sais pas vraiment si ça va me protéger, je comprends qu'il faut le faire, j'ai vu un rétex, on en voit de temps en temps, mais les chefs d'entreprise, même après un rétex comme ça, ou d'autres plus graves, hein, moi j'ai vu des chefs d'entreprise expliquer qu'ils ont fermé leur entreprise avec les larmes aux yeux, parce que c'est leur bébé, c'est leurs employés, c'est leur famille, et qu'après un ransomware, ils sont rentrés le lundi matin, ils ont dû mettre tout le monde au carreau, et ils n'ont pas réussi. C'est très rare. Dans l'aéronautique, c'est pas encore arrivé qu'on ait une entreprise qui ferme réellement, parce que aussi on est là pour les aider, comme l'expliquait Catherine. Mais cette prise de conscience, elle n'y est pas. Donc nous, on a ceux qui sont dans le programme qui ont pris conscience de la cybersécurité. Des fois, ils ont eu une cyberattaque. Ça motive aussi. Enfin, clairement, on a deux types d'entreprises, hein, ceux qui ont été cyberattaqués. On était dans le programme avant d'être cyberattaqué. Oui, je te montrais, mais c'était pas vous. Mais c'est vrai que voilà, il y a cette prise de conscience. Mais Christophe l'expliquait aussi, c'est que vous étiez dans le programme, mais l'investissement cyber qu'il fallait le faire, il n'insistait pas assez pour que ce soit fait plus vite. Et après la crise, on parle de combien d'investissements en moyenne selon la taille d'entreprise? Qu'est-ce qu'il faudrait investir? Peut-être que Satis nous donnera le montant d'investissement qu'a généré. Oui, parce qu'en fait, on a un chiffre, on a un ABAC qu'on a calculé, parce qu'il y a des chiffres qui existent depuis pas mal de temps, le pourcentage du budget informatique et qui est un pourcentage du chiffre d'affaires. Ça nous permet de dire qu'une PME, typiquement une TPE, il faut qu'elle investisse 25 à 50 000 euros par an pendant au moins 3 ans pour vraiment atteindre un niveau à la Airbus. Et après, elle peut baisser un peu ses investissements. Ce qui peut paraître énorme pour une TPE, mais quand on connaît le prix en millions d'une machine-outil, enfin, il y a des moments où il faut relativiser. Hein. Après une cyberattaque sur un réseau industriel, la machine-outil, on peut la jeter. Pierre-Yves, vous avez peut-être des chiffres à nous communiquer sur ça? Oui, je peux être tout à fait transparent là-dessus. Nous, notre budget IT, tout compris, y compris nos ressources propres et les prestataires, etc., c'est 3 millions par an, environ. Pour le monde entier. Et post-cyber, on a rajouté 400 000 euros de coûts par an. D'accord. Après l'attaque ou avant, c'était déjà ces fameux 400 000 euros par an étaient déjà un peu sanctuarisés? Non, je n'ai peut-être pas été clair. Pardon. On est aujourd'hui à 300. D'accord. À 3 millions, pardon. On était à 2,6 millions avant. D'accord. Donc il y a eu un avant et un après quand même. Ça ne veut pas dire qu'on a, pour être clair aussi, parce que je ne veux pas paniquer nos clients favoris non plus. Ça ne veut pas dire qu'on était à zéro avant. Non, 2,6 millions. On a rajouté 400 000 euros de coûts par an. Marc, peut-être un regard enfin une réaction sur ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'il y a aussi ce sentiment que pour l'instant la cybersécurité c'est après, on verra. Ce sera du bonus si on a les moyens. Je crois que ce qui a été dit sur la culture du risque, elle nous semble très importante. C'est pour ça qu'en région Occitanie, on a développé CyberRock. Il y a quelques années de ça, le créateur des microprocesseurs, Andy Grove, il avait écrit un bouquin qui s'appelait « Seuls les paranoïaques survivent ». Il publie ça en 1998, à l'époque où il crée le Pentium. Il était le PDG d'Intel. Et il écrit ce livre. Il ne parle absolument pas de cybersécurité, il parle de compétitivité économique. Mais la phrase, elle est vraie. En matière de cybersécurité, et c'est la culture du risque, il n'y a que les paranoïaques qui survivent. Il faut que la cybersécurité, que les entreprises s'en saisissent, non pas comme quelque chose de RSSI ou de DSI,
pas quelque chose de comex, mais il faut que la comptable, le comptable, le secrétaire, la secrétaire soient familiarisés avec ces questions-là. Parce que là, on a parlé des attaques qui bloquent les outils de production. Mais il y a aussi des attaques, les attaques au faux virement, où des millions d'euros peuvent être volés à une entreprise par une arnaque au président, et ainsi de suite. Et ça, c'est pas le président lui-même qui s'auto-arnaque. C'est le comptable, le vendredi après-midi, qui est appelé par un faux président qui lui dit « Tiens, on va acheter une boîte en République tchèque ou peu importe où, il faut vite faire un virement en urgence. » Or, ça, c'est faux. Et donc, il faut que la culture du risque, la culture de la paranoïa, le fait de ne pas faire de nouveaux virements dans les TPE-PME, les veilles de jours fériés, le fait d'utiliser un gestionnaire de mots de passe, le fait d'avoir des accompagnements soit imbibes. Et c'est pour ça qu'on a créé Cyberrock, parce que Cyberrock, notre but, c'est de faire monter le niveau en résilience de l'ensemble des TPE-PME. Alors, c'est un vœu, on sait qu'on devra mettre des milliers de fois on sait que c'est un vœu sans fin, entre guillemets, mais pour autant, on pense que c'est par de la sensibilisation, par de la formation, par des choses un peu pratiques pour les entreprises qu'on arrivera finalement à limiter le risque cyber. J'aimerais vous faire rebondir sur le témoignage de Pierre-Yves tout à l'heure sur cette fameuse jungle des prestataires. Je sais que c'est un sujet que quand vous avez pris la présidence de Cyberrock, vous en êtes assez... de suite emparé, parce qu'il y a, je crois, presque 300 prestataires de cybersécurité rien qu'en Occitanie, oui. Ce qui peut sembler énorme par rapport aux besoins. Comment vous, Cyberrock, vous tentez de faire un peu le tri de ménage? Est-ce que vous avez imaginé un système, je sais pas, de label ou quelque chose pour indiquer les entreprises vers qui elles peuvent se tourner en cas de cyberattaque? Alors, de façon très simple, les prestataires, il y a les bons chevaliers et les mauvais chevaliers. Moi, j'ai une petite anecdote, je la raconte juste en 20 secondes. C'est un chef d'entreprise qui vient me voir en me disant j'ai voulu faire du pentest, donc un test d'intrusion sur mes systèmes. J'ai fait un petit appel comme ça et les entreprises françaises sont trop chères. J'ai trouvé une entreprise qui est elle était à Tel Aviv, une entreprise israélienne. Elle m'a fait le pentest à moitié prix. Et gentiment, je dis au chef d'entreprise, avec toute la délicatesse qui me caractérise, c'est bien parce que du coup, il va falloir repayer une entreprise française pour vérifier que l'entreprise israélienne qui n'avait strictement rien trouvé n'a pas laissé en arrière-cour un certain nombre de choses qui pourraient favoriser une attaque. Et il faudra aussi vérifier que sur le dark web, vos données ne sont pas déjà disponibles à la vente au plus offrant. Le chef d'entreprise était un peu désolé, il me disait ouais, mais sa réponse, qui est quand même une réponse, ça m'a marqué, ça a été mais son PowerPoint était super. Je disais ah oui, effectivement, vu l'argent qu'il a pris pour faire un faux pentest, je comprends que son PowerPoint était super. Donc les prestataires informatiques, c'est un vrai problème. Et c'est un vrai problème parce que en situation de stress, en situation de plus rien ne fonctionne, c'est quoi le réflexe? C'est d'aller chercher un prestataire sur Google, un prestataire sur une pub ou quoi que ce soit. Et pas du tout d'être dans une logique d'avoir sa fameuse liste, en l'occurrence des 3 prestataires. Et nous, c'est pour répondre à ça qu'à Cyberrock, vous nous appelez, on a un seul numéro, c'est assez simple, c'est le 0800 71 13 13. Et on t'a pas demandé de faire de la pub non plus. Non, mais je ne fais pas de la pub, ça pourra sauver votre entreprise, donc c'est une pub gratuite, c'est pas mal. Mais plus sérieusement, nos prestataires, c'est qui? Les prestataires qu'on envoie, les prestataires qu'on propose, déjà c'est une liste de prestataires. La présidente de région, Carole Delga, moi, elle a un système, elle dit on ne sponsorise aucun prestataire, personne privée. On va envoyer une liste de prestataires et dans la liste, l'entreprise choisit celui qu'elle souhaite. Et ces prestataires, ils sont membres de Cyberrock, ils sont locaux, parce qu'on croit au circuit court. Et surtout, comme ils travaillent dans nos groupes de travail, eh bien, ces groupes de travail, ça permet de séparer les prestataires, on va dire les cow-boys, des prestataires sérieux. Parce que quand il y a un groupe de travail, ceux qui sont là juste pour faire des arnaques, ils ne viennent pas parce qu'ils sont instantanément démasqués. Donc on n'a pas de label, mais ces groupes de travail permettent de qualifier nos prestataires. Romain, vous parliez tout à l'heure de la relation client-fournisseur. Peut-être que moralement, ça va faire un peu tousser dans la salle, mais est-ce que les Airbus, les Safran, les Liber, les Latécoère ne peuvent pas imposer à leurs fournisseurs un niveau de cybersécurité contractuellement, sous peine de pénalité financière ou fracture du contrat, tout simplement? Il n'y a rien de moral là-dedans, hein. C'est une simple obligation professionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Airbus, Dassault, Safran, Thales, ils ont une gestion de risque en interne, on l'expliquait Catherine, qui doit impliquer la gestion de risque de leurs fournisseurs.
Donc ils sont obligés d'imposer à leurs fournisseurs d'avoir un niveau de cybersécurité. Et ils le font déjà. Ils le font déjà avec des annexes contractuelles. Donc, même c'est un petit peu tabou quand même, faut se le dire. Non, mais il y a deux choses. C'est-à-dire qu'on l'impose avec des contrats. Quand on a un contrat avec un fournisseur, il y a des annexes cybersécurité. Ça existe depuis très longtemps et les donneurs d'ordre le font depuis toujours. Ce qui n'est pas fait, par contre, c'est d'imposer un niveau de maturité avant qu'on contractualise. C'est-à-dire dire, je ne vais pas sélectionner un fournisseur Intel parce qu'il n'a pas un bon niveau de cybersécurité. Et ça, aujourd'hui, on a un des 4 donneurs d'ordre qui vient de le faire là, depuis quelques mois. Sur les nouveaux, du coup, c'est-à-dire sur les nouveaux contrats. Sur les nouveaux, pas encore en renouvellement. Mais en fait, c'est aussi quelque chose, et je vais peut-être choquer un petit peu, mais on se trouve très en avance sur l'industrie aéronautique. Malheureusement, il y a d'autres industries, et j'étais à Lille mardi, on faisait un colloque sur la cybersécurité des fournisseurs, et dans l'industrie automobile, on avait des fournisseurs qui témoignaient, ça fait 4 fois qu'ils ont reçu une obligation de leur donneur d'ordre, de 4 donneurs d'ordre différents, de se conformer au TISAX allemand, qui est une autre norme de cybersécurité, et s'ils ne le font pas, ils ne sont pas sélectionnés. Ou s'ils ne le sont pas, ils sont exclus du prochain. Donc eux, ils sont un peu plus en avance sur ce côté, on impose à nos fournisseurs un niveau de maturité cyber. Mais encore une fois, c'est pas de la morale. Le problème, c'est que si on ne le fait pas, c'était expliqué, je crois que c'est toi qui l'expliquais ou Catherine tout à l'heure, c'est que 3 semaines d'interruption d'un fournisseur, c'est 3 à 6 mois chez Airbus, c'était Airbus, c'était Catherine, d'impact. Donc il faut le faire, on n'a pas le choix, on est obligé d'imposer ce niveau de maturité. C'est pas pour embêter qu'on le fait aux fournisseurs, c'est parce qu'on ne peut plus prendre le risque d'avoir un fournisseur qui se fait pirater, qui arrête de livrer, ou alors qui va même avoir du code vérolé dans un produit informatique qui va embarquer ensuite dans un avion, même s'il y a d'autres contrôles. Mais ça aussi, c'est des problématiques qu'on est obligé de traiter, parce que tous les fournisseurs ne sont pas sensibilisés au même niveau qu'un Airbus, qu'un Dassault, qu'un Safran, qu'un Thales, et ne mettent pas par défaut de la cybersécurité dans leurs produits. Pierre-Yves, c'est quelque chose que vous voyez aussi, auquel vous êtes déjà confronté, ces clauses contractuelles sur la cybersécurité ou c'est quelque chose que vous entendez de plus en plus autour de vous entre sous-traitants industriels, enfin en tout cas partenaires industriels? C'est une notion qui commence à prendre de l'épaisseur, en tout cas publiquement parlant. Oui, bien sûr, et c'est vrai pour la cybersécurité, c'est vrai pour la partie RSE, c'est vrai pour beaucoup de choses. Oui, parce qu'on en parle beaucoup sur les critères ESG, mais moins sur la cyber. Et on est, je pense que quand on fait partie d'une filière, toutes les parties prenantes de la filière ont intérêt à être suffisamment robustes pour que la filière continue à opérer à tout moment. Maintenant, je pense qu'on se trompe si on pense que la contrainte par le contrat sera la panacée. Je pense qu'on se trompe de chemin. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus à faire et que tout le monde sera beaucoup plus sécurisé si justement on fait tout ce dont on a pu parler en termes de renforcement de la culture du risque, etc. Parce que un petit peu de calinothérapie, quoi. Je pense que la seule contrainte contractuelle c'est un faux nez. On va se rassurer, ou on va croire qu'on se rassure, mais derrière, Airbus ou Safran ne peuvent pas venir tous les jours chez Satis pour vérifier si on applique bien nos procédures. C'est pas possible. Donc ils vont venir et un programme comme Boost Aerospace aide évidemment, et on a des échanges réguliers. Mais la seule contrainte contractuelle, moi je n'y crois pas. Il faut que chacun devienne responsable sans y être contraint. Alors est-ce que la contrainte législative, Romain Bottan, serait peut-être un autre outil? On a parlé un peu de Nice 2, je crois que c'est Marc qui en parlait. Ça a fait peur aux entreprises industrielles dans la région et dans toute la France. C'est un sujet qui est beaucoup mis en avant par les syndicats patronaux. Est-ce que vous avez senti une certaine émulation dans votre activité auprès de vos équipes depuis l'arrivée de ce texte, enfin en tout cas depuis son entrée en vigueur depuis quelques jours, je crois, c'est ça, on parle de 3 semaines. Hein. En tout cas, tout le monde en parle depuis un sacré moment, hein, parce qu'il y a quand même eu assez de publicité faite sur Nice V2, l'arrivée des contraintes, etc. Même si on ne sait pas exactement en France, par rapport à la transposition, qu'est-ce qu'il va falloir faire exactement à la lettre pour être Nice V2 encore, parce qu'il y a encore des textes de loi qui sont pas arrivés, hein, vu tout le contexte politique qu'il y a en France ces derniers mois, voire années. Mais par contre, effectivement, dans l'aéronautique, on s'y prépare. Donc on sensibilise les fournisseurs au fait qu'il y a ces normes qui arrivent. Et si ces normes arrivent, et bon, même si je suis d'accord avec toi, hein, effectivement, il faudrait qu'on trouve une solution magique
pour que tous les chefs d'entreprise adressent le risque numéro 1, qui est la cybersécurité, au bon niveau, mais on ne sait pas le faire. Et ça, c'est un problème qui n'est pas uniquement dans l'aéronautique, c'est un problème à l'échelle nationale et européenne, voire internationale. Et c'est pour ça que l'Europe sort ces lois. Parce que derrière, on est obligé finalement de dire, bah oui, il faut la mettre, la ceinture de sécurité, parce qu'on vous le dit tous les jours, mais vous ne la mettez pas. Et on la rend obligatoire, malheureusement. Est-ce que ça va être magique? Non, ça ne va pas être magique. On a eu le RGPD avec les amendes, etc. Normalement, si tout le monde est RGPD, donc le règlement sur la protection des données personnelles, il y a une règle dans le RGPD qui dit vous avez un système d'information qui est à un niveau de cybersécurité hyper élevé. Bon, les entreprises, quand elles ont fait le règlement sur la protection des données personnelles, elles ont élu une personne pour être responsable des données personnelles, mais elles n'ont pas lancé un plan de sécurisation de leur système d'information. Je pense qu'on les a oubliés, d'ailleurs, les responsables RGPD dans les entreprises. Voilà, moi je suis aussi, en plus d'être CISO et en plus d'autres choses, responsable RGPD chez Booster Aerospace. Donc, nous, ça va nous servir pourquoi ? Parce que je vous expliquais tout à l'heure que les donneurs d'ordre, ils ont cette obligation professionnelle, finalement, d'imposer un niveau de maturité à leurs fournisseurs. Maintenant, ils vont avoir aussi une obligation légale de l'imposer. Donc par cascade, on va tous être obligés d'y aller à un moment donné et ça va être bénéfique pour tout le monde. Mais malheureusement, oui, et je suis vraiment contre les amendes, je déteste ça, ancien motard, je veux dire que vraiment je déteste ça. Malheureusement, on va y aller. Le contrôle technique, ça ne vous a pas plu, hein. Dernière question pour vous, Marc. Donc, on parle beaucoup de Cyberrock, mais dans quelques temps, on va encore plus parler de vous parce que vous avez signé une convention de partenariat avec le campus cyber qui est très connu du côté de Paris pour avoir un campus cyber dédié à la cybersécurité industrielle à Toulouse. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour le tissu industriel de la région ? Alors, je vais peut-être avant de répondre à votre question, je vais peut-être revenir en arrière. Le campus cyber, c'est l'organe qui s'occupe en France d'animer tous les écosystèmes cyber. Et effectivement, tout est finalisé. Hein, on a juste un problème de caler l'agenda pour vous trahir quelques secrets sur la signature d'une convention campus cyber. Donc, on sera un campus cyber en Occitanie, un campus cyber assez particulier puisqu'on aura 2 antennes. Une au Sicoval à la Beige dans le bâtiment qui s'appelle actuellement Data Valley et une autre qui sera à Montpellier. Ça sera à très brève échéance et après dans d'autres échéances on aura peut-être d'autres campus cyber délocalisés. Ce campus cyber, nous on a souhaité à la région Occitanie qu'il ne soit pas uniquement un campus cyber, une sorte de déclinaison de ce qui se fait à Paris en province, mais qu'il ait une spécificité, qu'il ait une couleur particulière. Et bien sûr la couleur particulière naturelle qu'on a choisie, c'est la question industrielle, mais ce n'est pas la question industrielle des grands donneurs d'ordre, enfin, même si les grands donneurs d'ordre seront dans ce campus cyber, ce n'est pas la question industrielle des sous-traitants de rang 1, même s'ils seront là, c'est la question industrielle des sous-traitants de rang 2, 3 ou 4, voire des fonctions support à ces sous-traitants-là, parce qu'aujourd'hui, on observe que les cyberattaques, finalement, elles visent le cabinet d'expertise comptable pour remonter à une entreprise, qui remonte à une autre entreprise, qui remonte à une autre entreprise, et ainsi de suite. Et donc, face à ça, pour toutes les TPE, PME, qui sont de près ou de loin dans l'écosystème industriel, eh bien, Cyberrock, on sera en capacité de les accompagner pour augmenter le niveau de résilience et leur niveau de cybersécurité. Donc, c'est ça l'objectif. La signature, ça sera janvier 2025, mais tout est dans les clous. Et on a totalement conscience que de toute façon, c'est qu'une réponse, qu'elle n'est pas suffisante, qu'il existe beaucoup d'autres systèmes qui existent, et que de toute façon, face à la mobilisation des cybercriminels, il faudrait multiplier par 100 ou 200 tous les budgets en réalité de l'État et des collectivités territoriales, même si l'actualité récente montre que ce n'est pas du tout la tendance, pour avoir un niveau de réponse approprié. Mais en tout cas, on prendra pleinement part à cet effort-là. Merci Marc, c'était le mot de la fin. J'espère que vous avez sensibilisé un petit peu les dirigeants qu'il y avait dans la salle et on peut les applaudir parce que c'est pas simple de parler de ce sujet. Alors j'invite maintenant à